Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques méthodes de préparation récentes des organométalliques. Comme je le disais, donc je vais forcément faire des choix, je ne vais pas pouvoir vous présenter tout, donc je fais des choix qui sont tout à fait subjectifs. Donc je vais vous parler aujourd'hui de préparation récente, de dérivés organométalliques du lithium, du magnésium, du cuivre et du mag. Essentiellement ces quatre-là. Et en particulier, je ne présenterai pas du tout de méthodes de préparation qui vont appelle de la catalyse par des métaux de transition. Donc ce sont des méthodes qu'on appelle des méthodes de préparation complémentaires. Donc ces organométalliques, quand on regarde un petit peu comment on peut les préparer, on peut les préparer par des réactions de réduction, par des transmétallations, par des déprotonations, par des réactions d'échange. Donc ça c'est relativement classique. Et on peut aussi les obtenir par des réactions d'hydro et de carbométallation, donc avec des dérivés insaturés de type éthylénique ou acétylénique. Et aujourd'hui, donc, je ne vous présenterai que des méthodes de préparation qui ont trait à ces quatre premières voies, puisque là, la chimie est quand même assez dense et la simple évocation de ces réactions, donc, pourrait faire l'objet en elle-même d'une présentation à part entière. Donc, je vais passer toutes ces méthodes, enfin, toutes ces voies d'accès et vous présenter quelques méthodes récentes. Alors, à chaque fois, je ferai un petit rappel, en tout cas, sur les méthodes classiques et voir ce qui a été apporté ces dernières années dans le domaine. Donc bien évidemment, on peut préparer donc, les organométalliques, enfin en tout cas cela par réduction, et un cas classique, c'est donc la préparation d'organolithium par réduction de dérivés halogénés. Et cette réaction correspond en fait à une insertion oxydante du lithium dans une liaison carbone halogène. Donc ça c'est relativement classique. Et formellement, ça, 2 équivalents de lithium devraient suffire. Alors en pratique, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Il faut utiliser un large excès de lithium, on l'utilise sous forme de poudre. Et ce qui est nécessaire, en tout cas expérimentalement, pour que l'insertion ait lieu, il faut absolument que le lithium soit contaminé par des traces de sodium. Sinon, l'insertion est très difficile et le sodium donc, va permettre d'initier la réaction d'insertion. On est assez limité dans le choix des solvants. C'est souvent du diéthyléther et de l'hexane. Et le principal inconvénient de ces réactions, bien évidemment, c'est que vous avez une insertion qui est au final assez exothermique. Et il faut arriver à contrôler cette exothermicité pour éviter donc, le fameux couplage de Wurtz, en particulier quand on parle de dérivés iodés. Donc c'est pas toujours simple. On arrive quand même à contrôler un petit peu les choses. Malgré tout, donc, on est obligé d'atteindre des températures, j'en reparlerai après, qui nécessitent donc des températures d'insertion qui sont assez élevées, en tout cas pas compatibles ici avec la présence de gouttements fonctionnels. Donc j'en reparlerai après. Alors ce que l'on obtient ici, au final c'est rarement un organolithien qui est seul, c'est ce qu'on appelle un organolithien avec sel, parce que dans le processus de formation, vous générez une quantité stoichiométrique d'halogénures de lithium correspondant, et quand vous partez de dérivés iodés ou de dérivés bromés, en fait, le lithien est présent sous forme de cluster de ce type-là. Et au final, vous ne pouvez pas, partant de dérivés iodés ou de dérivés bromés, avoir un organolithien qui est tout seul. Alors ça, vous pouvez le faire si vous partez d'un dérivé chloré, parce que vous allez générer donc une quantité stoichiométrique de chlorure de lithium. Et ce chlorure de lithium, à la fois dans le diéthyléther, dans l'hexane, n'est pas solide, donc il précipite. Vous pouvez filtrer, pas toujours simple, on va vous filtrer, vous récupérez votre organolithien sans sel. Et la réactivité, dans certains cas, de cet organolithien sans sel peut être différente quand même de l'organolithien correspondant. Alors comme je l'ai dit, donc on a une réaction d'insertion, elle est très efficace sur les dérivés iodés, un peu moins sur les dérivés bromés, et alors sur les dérivés chlorés, bien que ce soit des composés souvent les plus facilement accessibles, eh bien elle est beaucoup plus difficile, ça veut dire qu'il va falloir atteindre des températures d'insertion beaucoup plus élevées. Alors le mécanisme de cette réaction, c'est un mécanisme assez classique par double transfert monoélectronique. Donc vous avez ici donc un premier équivalent de lithium qui va faire donc, un transfert d'électrons, son électron de valence sur le dérivé halogéné. Vous allez générer un radical anion. Ce radical anion va subir une coupure homolytique de la liaison carbone-halogène. Vous allez générer le radical carboné correspondant. Et le deuxième équivalent de lithium va venir réduire ce radical carboné pour donner ici le carbanion. Et là, formellement, vous retrouvez l'organolithium. Donc ce mécanisme permet d'expliquer au final l'ordre de la réactivité que je vous ai expliqué, que je vous ai présenté, puisque au final, plus l'halogène, donc X va être polarisable, grosso modo plus il est volumineux, plus vous allez avoir un transfert monoélectronique initial, ici, qui va être rapide. Alors on peut expliquer aussi ce qu'on observe expérimentalement, c'est-à-dire qu'on constate que les alkyles lithiens sont formés en général
beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que les arènes lithiens et les vinyles lithiens. Et cette observation expérimentale, on peut directement la relier à la stabilité, en final, ici, du radical carboné qui est généré. Alors voilà, ça c'est la généralité, et l'inconvénient, encore une fois, c'est que les températures d'insertion ne sont pas compatibles avec des fonctions ici sur le résidu R, et bien évidemment, ça limite considérablement l'intérêt de cette réaction d'insertion en synthèse. Donc, l'idée, c'était de parvenir à générer des organolithiens ici fonctionnalisés, et pour ça, il y a des travaux relativement récents de Miguel Yus, donc en Espagne, qui a pu mettre en évidence que le simple fait de rajouter dans le milieu réactionnel une quantité catalytique d'arène, eh bien, conduit à un système qui devient beaucoup plus réducteur que ce qu'il était initialement. Et ça, c'est considérable, puisque cette fois-ci, on va pouvoir faire des réactions d'insertion qui vont pouvoir être donc efficaces à des températures extrêmement basses, comme moins 90 degrés Celsius. Et donc là, on va atteindre des températures d'insertion qui vont être compatibles avec des fonctions sur le résidu R. Son système est très efficace, il marche très bien sur les dérivés iodés, bromés et chlorés, sans aucun problème. Donc on n'a plus ce problème de réactivité des dérivés chlorés qu'on avait dans le système classique. On va prendre du lithium en poudre, en excès, 1 à 10% en général d'arène, et ça marche très bien. Donc les arènes usuellement utilisées, ce sont le naphthalène, le dithiazobutyl diphényl et le diméthylémino-naphthalène. Donc on peut faire l'insertion à basse température, et Miguel Yus a mis en évidence un mécanisme que j'ai représenté ici. Alors, c'est récent quand même, ça a une dizaine d'années, il y a pas mal de controverses, mais au final il a réussi à montrer que ce qui se passe, bien évidemment l'arène intervient, ici c'est le naphthalène, et là, dans un premier temps, c'est donc un double transfert monoélectronique du lithium sur le naphthalène pour générer le dianion correspondant. Et c'est ce dianion, donc de l'arène, qui va donc conduire à la réduction du dérivé halogéné, donc par un mécanisme qui est tout à fait semblable à celui que j'ai présenté tout à l'heure, sauf que c'est cette espèce-là qui va effectuer le double transfert monoélectronique, générer le radical anion, coupure homolytique, on génère le radical carboné, et ce radical carboné est réduit par le radical anion qui a été généré ici. On obtient ici formellement l'organolithien, qui bien sûr s'appelle catalytique en arène, ici on régénère le naphthalène, qui va permettre donc au cycle de tourner. Température basse, et donc on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Alors typiquement ici vous avez un chlorure vinylique, donc a priori tout ce qui est difficile à faire dans les conditions classiques, c'est un chlorure, et en plus c'est un chlorure qui est porté par un carbone sp2, donc c'est pas simple. Et bien les conditions de Yus permettent d'effectuer donc l'insertion et de générer donc le lithien vinylique correspondant à moins 90 degrés Celsius. Donc c'est assez remarquable. Et le deuxième exemple, à mon avis, est très significatif de l'intérêt en synthèse de pouvoir faire ces insertions à moins 78 degrés à basse température. Alors typiquement ici vous avez une chlorédrine, donc première étape relativement classique, vous déprotonez donc, pour générer l'alcoolate, ça pose pas de problème. Et dans la deuxième étape, vous utilisez les conditions de Yus, et donc à moins 78 degrés Celsius, vous êtes capable de générer ici le lithien correspondant. Et pourquoi ici il est important de rester à basse température et que seules les conditions de Yus le permettent? Tout simplement parce que cet intermédiaire ici n'est pas stable, et que dès que vous dépassez moins 50 degrés Celsius, eh bien, vous avez une décomposition, l'élimination de l'hélidoso, et donc vous formez le dérivé éthylénique ici. Et donc dans les conditions classiques, vous pouvez toujours essayer de générer cette espèce, ici vous n'y arriverez pas, vous allez générer ça, et donc ça c'est stable à moins 78 degrés Celsius, vous pouvez l'utiliser en synthèse derrière, et donc vous avez obtenu un organolithien fonctionnalisé. Alors Yus ne s'est pas arrêté là, puisqu'il avait entre les mains un système très performant, et il a été un peu plus loin. Et il a montré qu'au final, eh bien, sa méthode, en tout cas ses conditions, permettent d'envisager la préparation d'organolithiens à partir d'autre chose que de dérivés halogénés. Et en particulier, il a montré que son système permet d'accéder aux organolithiens à partir d'autres dérivés, puisqu'il va permettre la coupure de liaison carbone-oxygène et de liaison carbone-soufre. Alors essentiellement, la liaison carbone-soufre, elle est beaucoup plus facile à rompre. Je montrerai quelques exemples. Donc il a pu montrer qu'au final on peut accéder à des organolithiens à partir donc ici de l'alcoolate de lithium, d'éther de méthyle, d'éther silylé, de mésylate, de triflate, de carbonate, mais surtout encore une fois de dérivés soufrés, donc de sulfure, de sulfoxyde et de sulfone. Donc il peut dans certains cas effectuer cette réaction d'insertion à très basse température. Donc deux premiers exemples. On a ici un oxétal, condition de Yus, on n'est pas forcément à très basse température, 0 degré.
c'est une liaison carbone-oxygène, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à dire. On va générer le lithium correspondant ici. Ici, donc un acétate cyclique, même condition, pas tout à fait, puisqu'on n'a pas tout à fait le même nombre de même pourcentage en arène, mais même condition de température et de solvant, on va rompre une des deux liaisons carbone-oxygène et on génère le lithium correspondant. Alors ça peut avoir un intérêt en synthèse, mais ce qui est d'un plus grand intérêt en synthèse, c'est encore une fois les dérivés soufrés. Alors voilà, j'ai indiqué ici un exemple significatif. Vous partez du chantrenne, donc un composé commercial un peu cher, et vous utilisez les conditions de use, donc du lithium en excès, en présence de 7,5% des TdV, donc l'arène. Et dans ces conditions-là, à moins 90 degrés Celsius, vous allez rompre une des deux liaisons carbone-soufre. Bon, elles sont toutes les deux équivalentes. Vous générez donc l'organolithien aromatique correspondant, que vous pouvez piéger par un premier électrophile, ici l'acétone, pour générer cet allié. Alors vous êtes toujours dans des conditions de use, puisque vous avez un excès de lithium, donc vous avez toujours un excès de lithium, toujours une quantité catalytique d'arène. Le milieu réactionnel, vous le réchauffez lentement jusqu'à moins 78 degrés Celsius, et ça, la remontée en température, permet de rompre la deuxième liaison carbone-soufre. Donc vous générez un deuxième organolithien aromatique que vous pouvez piéger à son tour par un électrophile, ici le benzaldehyde. Donc vous générez au final cette huile. Et si vous regardez, avec le bilan de la réaction, vous êtes parti du chantrenne, vous arrivez à cette espèce, et au final, simplement avec des conditions relativement simples à mettre en œuvre, eh bien, vous avez formellement introduit deux électrophiles, deux fonctions ici, sur ces deux carbones qui étaient reliés initialement au soufre. Ça veut dire que les conditions de use permettent de regarder le chantrenne comme un équivalent synthétique de ce dilithien aromatique que vous pouvez fonctionnaliser séquentiellement avec deux électrophiles différents. Donc bien évidemment, un intérêt tout particulier en synthèse. Alors, ce qu'il a montré ici sur le chantrenne, on peut, et il l'a fait sur d'autres dérivés du soufre, les thioacétales. Donc thioacétales qu'on peut regarder, en tout cas dans les conditions de use, comme étant un équivalent synthétique de ce dilithien géminé. Et donc vous allez pouvoir là aussi fonctionnaliser séquentiellement et introduire deux électrophiles séquentiellement ici. Et pareillement, ici, en partant de ces dérivés éthyléniques du soufre, eh bien, dans les conditions de use, vous allez pouvoir utiliser ces espèces comme des équivalents ici de ces dilithiens éthyléniques, avec possibilité, là encore, d'introduire deux électrophiles différents de façon séquentielle. Donc bien évidemment, cette méthodologie, en tout cas, permet d'accéder donc à des organolithiens qui peuvent être fonctionnalisés et accéder donc à des organolithiens qu'il est très difficile d'obtenir par ailleurs. Alors, la réaction d'insertion, bien évidemment, elle marche sur des... Dans le cas de formation des organolithiens. Alors peut-être la réaction que les étudiants, en tout cas, apprennent en premier, si on a une qui connaissent en chimie organométallique, c'est peut-être celle-ci. Ils ne la connaissent pas peut-être tout à fait bien, mais en tout cas, ils la connaissent en général. C'est bien évidemment la formation des organomagnésiens. Et donc, c'est une réaction également d'insertion, où cette fois-ci, c'est le magnésium qui va venir s'insérer dans une liaison carbone-halogène. Donc, le mécanisme qui est suivi ici par cette insertion, c'est la même. C'est la même, bien évidemment. C'est le même, pardon. C'est un mécanisme par double transfert monoélectronique. Cette fois-ci, c'est le magnésium qui va donc effectuer ce double transfert monoélectronique. Un seul demi-proton de magnésium, donc générer les mêmes intermédiaires réactionnels que tout à l'heure. Donc ce qui peut expliquer qu'on ait le même ordre de réactivité. La réaction marche très bien avec les dérivés UV, un peu moins bien avec les dérivés chlorés, et un peu moins bien avec les dérivés chlorés, mais on peut faire des organomagnésiens avec des dérivés chlorés. Alors j'ai failli dire réactif de Grignard, parce que bien évidemment, c'est Grignard en 1901 qui a préparé et isolé le premier organomagnésien. Et bon, on a coutume, en tout cas, je ne sais pas, c'est quand même un chimiste français qui a eu le prix Nobel en 1912 en chimie. Et au final, quand on discute avec les chimistes français, on parle souvent d'organomagnésiens et les anglo-saxons, eux, parlent plus volontiers de réactif de Grignard. Bon, on peut parler de réactif de Grignard, il ne faut pas hésiter. Donc réactifs de Grignard, donc, qui sont connus depuis 1901. Alors, ici, formellement, en tout cas en théorie, on a besoin que d'un seul équivalent de magnésium. Alors en pratique, bien évidemment, ce n'est pas un seul équivalent de magnésium, on en utilise un large excès. Et ce magnésium se présente la plupart du temps sous forme de tournure de magnésium.
Et le magnésium présente deux inconvénients par rapport au lithium. Déjà, c'est qu'il est moins réducteur, donc moins réactif. Et en plus, contrairement au lithium qui est conservé dans de l'huile minérale, donc qui reste à peu près propre, en tout cas à sa surface, et donc assez réactif, le magnésium s'oxyde assez rapidement, et donc on a, ça c'est bien connu, une passivation, donc une couche d'oxyde qui se forme, et qu'il est pratiquement toujours nécessaire de casser, en tout cas il est quasiment toujours nécessaire d'activer le magnésium pour que l'insertion ait lieu. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais dans la très grande majorité des cas, il faut faire. Donc on peut s'amuser à faire ça sous agitation, sous ultrasons, bien évidemment, au laboratoire, qui est généralement utilisé, c'est une activation par le diode ou le 1,2-dibromoéthane. On a beaucoup moins de choix dans le choix des solvants, justement. C'est forcément un solvant altéré, type THF ou diéthyléther, donc qui va jouer son rôle de solvant, mais surtout qui va venir donc stabiliser le réactif de Grignard. Vous allez avoir deux molécules de solvant qui vont venir se coller sur le centre métallique et donc stabiliser l'ensemble. Donc le magnésium est quand même moins réactif que le lithium, et donc pour faire l'insertion, vous allez être obligé d'atteindre des températures plus élevées que dans le cas de la formation des organolithiens. Et typiquement, vous pouvez rencontrer des grignards, en tout cas, vous pouvez préparer des grignards que vous allez faire à plus basse température, mais en général, on a une gamme de température qui va de 30 à 60 degrés, donc grosso modo, de la température d'ébullition du diéthyléther à la température d'ébullition du THF. Alors ça, c'est un problème, parce qu'en plus, la réaction est exothermique, et donc, comme dans le cas des lithiens, on a le couplage de Wurtz qu'il faut essayer de minimiser, surtout dans le cas des dérivés iodés. Et donc, bon, on peut essayer de contrôler un petit peu l'exothermicité. La chose que l'on fait plus classiquement, c'est d'additionner lentement le dérivé halogéné sur la suspension donc, de magnésium dans le solvant. Alors, ce qu'on représente en général, c'est RMGX. Donc, on représente les organomagnésiens sous cette forme-là. Et c'est fondamentalement une représentation qui est juste. Représentation qui est juste, même si ce que l'on obtient, ce n'est pas que du Grignard sous cette forme-là, c'est-à-dire un organomagnésien qui est mixte, puisqu'on a présent dans le milieu réactionnel un organomagnésien symétrique. C'est le fameux équilibre de Schlenk. Et donc, vous avez ici des espèces qui sont en équilibre. La position de l'équilibre va dépendre de beaucoup de choses, du solvant, de la température, de la nature du résidu R et de l'halogène. Malgré tout, que ce soit dans le THF ou dans le cas d'équilibre, cet équilibre de Schlenk est souvent très déplacé dans le sens du magnésien mixte. Voilà, j'ai cherché le mot. Merci. Alors, quoi qu'il en soit, même si vous avez majoritairement dans le milieu donc, du RMGX, magnésien mixte, eh bien, vous avez toujours donc, un équilibre et donc présence ici d'un sel de magnésium, MgX2. Et comme dans le cas des lithiens, dans certains cas, on peut être amené à avoir à utiliser un grignard sans sel, donc sans présence de MgX2. Et donc là, la technique, c'est soit de faire le grignard dans le 1,4-dioxane, soit de rajouter du 1,4-dioxane en fin de préparation. Et ce 1,4-dioxane va venir coordonner ici le magnésium. Ça va faire un complexe qui va précipiter. Vous allez pouvoir donc, filtrer et séparer donc, le MgX2. Donc comme il va précipiter, vous allez déplacer l'équilibre de Schlenk dans ce sens-là. Vous allez précipiter, séparer ça. Et donc vous allez récupérer un grignard qui sera sans sel, mais ça sera un grignard donc, qui correspondra à un organomagnésien symétrique. Alors là aussi, gros problème, c'est que les températures que l'on atteint ici pour l'insertion ne sont pas compatibles avec des résidus R fonctionnalisés. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites depuis sur le grignard pour justement essayer d'accéder à des réactifs organomagnésiens qui soient fonctionnalisés. Alors, une des premières solutions qui a été trouvée, c'est Ruben Ricke qui l'a trouvée, c'est de dire, ah bah, si j'arrive pas à faire des insertions à basse température, c'est parce que mon magnésium n'est pas suffisamment réactif. Et pour ça, bah, je vais carrément m'amuser à faire mon magnésium à moi. Donc il va préparer son magnésium. Donc il va partir de 10 chlorures de magnésium, qu'il va réduire par 2 équivalents de potassium. Il va générer donc in situ un magnésium, donc à l'état d'oxydation 0, bien évidemment, magnésium métallique. Évidemment, il est très finement divisé, donc très grande surface de contact, une surface qui est très très propre, donc excessivement réactif. Vous avez formation de 2 équivalents de chlorure de potassium, ça précipite, vous avez une bouillie, mais vous vous amusez surtout pas à séparer le chlorure de potassium
du magnésium qui est très activé parce que c'est pas simple à manipuler. Alors c'est pas simple à manipuler parce que c'est très réactif, et c'est pas simple à faire parce que vous utilisez du potassium, et autant le lithium et le potassium ça se manipule assez facilement, même par des étudiants au laboratoire, autant le sodium, pardon, autant le potassium, c'est pas simple. Donc c'est pas forcément une méthode qu'on utilisera volontiers au laboratoire. Ici j'ai indiqué le mécanisme de la réduction. Bon, il n'y a rien de particulier, c'est simplement une double réduction, donc un double transfert monoélectronique, et ça marche très bien. On va accéder à un magnésium très activé, et donc on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire dans les conditions classiques, et en particulier, on peut faire un réactif de Grignard à partir ici du fluorobenzène, donc 4 équivalents de magnésium de Riqueux, THF, reflux uneur, vous générez le Grignard correspondant. Ici, on pourrait éventuellement envisager de le faire dans les conditions classiques, sauf que vous avez une fonction nitride qui n'est pas compatible avec des températures élevées. Et donc ici, l'utilisation du réactif, donc du magnésium de Riqueux, permet de faire l'insertion donc à basse température, donc de générer le Grignard correspondant, tout en conservant ici la fonction nitride. Alors bon, pour ne rien vous cacher, je pense qu'il n'y a que Riqueux qui utilise sa méthode. Tout simplement parce que c'est quand même pas ce qui est le plus simple à manipuler. Alors, entre-temps, eh bien, il y a une méthode beaucoup plus simple à utiliser au laboratoire qui a été développée par Paul Knoschel en Allemagne et qui a simplement montré que sur les dérivés halogénés donc aromatiques, iodure, bromure ou chlorure, eh bien, le simple fait de rajouter un équivalent de LiCl permet de faire la réaction d'insertion à basse température. On peut atteindre des températures d'insertion de moins 50 degrés Celsius. C'est-à-dire que les mêmes réactions, on les fait typiquement entre 30 et 60 degrés, et bien là, dans certains cas, il va pouvoir descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Donc c'est simplement le fait de rajouter un équivalent de chlorure de lithium. Alors il active son magnésium, alors il ne s'embête pas au final, il prend du chlorure de magnésium qu'il met en suspension dans son solvant, le THF, et il rajoute quelques gouttes d'hydrure de disobutylaluminium, et c'est bon, il dit que c'est activé. Et effectivement, ça marche très bien. Comme vous pouvez atteindre de très basses températures d'insertion, ben, vous avez ici une grande tolérance au niveau des groupements fonctionnels sur le noyau aromatique. Alors le rôle de LiCl n'est pas très clair. Alors, il en avance 3 principalement. Dans un premier temps, il dit que ça va accroître la force ionique du milieu et donc favoriser une séparation de charge et favoriser le transfert monoélectronique. Il dit aussi que LiCl, vraisemblablement, va venir activer le noyau aromatique et donc le rendre plus propice vis-à-vis, enfin en tout cas plus apte à accepter un transfert monoradicalaire. Et il invoque aussi la possibilité d'une solubilisation du Grignard, et ça c'est ce qu'on observe expérimentalement. Finalement, le Grignard est formé à la surface du magnésium. Le fait qu'il y ait LiCl va solubiliser le Grignard, va éloigner donc le Grignard qui a été formé de la surface du magnésium et conserver la surface du magnésium relativement propre, et donc très réactif. Alors quoi qu'il en soit, on va pouvoir avoir accès de cette façon-là à des réactifs donc organomagnésiens qui vont être fonctionnalisés. Et donc ici, vous avez donc un bromure aromatique. Alors bien évidemment, vous ne touchez pas au fluor ici. Vous avez une fonction nitrile, vous avez des conditions qui vous permettent de générer le Grignard correspondant à température ambiante et tout en conservant la fonction nitrile. Deuxième cas, donc ici c'est un composé hétéro-aromatique. Vous avez des fonctions esters, alors ce ne sont pas forcément les plus électrophiles, je le conçois, c'est des fonctions, c'est des esters thermodynamiques. Malgré tout, il peut faire donc le Grignard par insertion du magnésium dans la liaison carbone-chlore ici, donc à très basse température, et générer le Grignard correspondant, donc sans altérer ici les fonctions qui sont présentes. Alors, on peut, et c'est le dernier exemple de préparation par insertion que je vous présenterai, c'est la préparation d'organozinsiques. Et au final, ça va marcher peu ou prou comme les Grignards. C'est-à-dire que vous allez avoir un double transfert monoélectronique, donc insertion oxydante du zinc dans une liaison carbone-halogène. Alors, la grosse difficulté de cette préparation, c'est que le zinc, bien évidemment, est beaucoup moins réducteur que le magnésium, et donc l'insertion est beaucoup plus difficile. Donc vous allez être obligé d'atteindre des températures plus élevées, et donc vous allez faire ça typiquement dans le THF, voire dans le DMF, dans certains cas.
Double transfert monoélectronique, donc a priori un seul équivalent de zinc. Là aussi, on utilise un large excès de zinc sous forme de poudre. Et on a un ordre de réactivité, comme on a un mécanisme semblable à ceux que je vous ai présentés. On a une réactivité qui fait que les dérivés iodés eh bien, sont assez efficaces dans cette réaction d'insertion. Les dérivés bromés, ça pose des problèmes, et les dérivés chlorés, là, ça en pose encore plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on obtient ici un zinc mixte, et que dans certains cas, donc en particulier si le groupement R n'est pas trop volumineux, eh bien, vous pouvez évaporer le solvant, bien évidemment, et après vous pouvez distiller. Et ce que vous récupérez, ce n'est pas un zinc mixte, mais c'est un zinc symétrique, un peu comme dans le cas des grignards, tout simplement parce que vous avez également un équilibre de Schlenk, et ça, des méthodes spectroscopiques l'ont montré, cet équilibre de Schlenk est très déplacé dans le sens du zinc mixte. Malgré tout, si donc R n'est pas trop volumineux, vous distillez, vous allez arriver à distiller le diorganozincique, et donc récupérer ici un zinc symétrique qui sera sans sel. Alors, pour la petite histoire, c'est sous cette forme-là qu'a été isolé le premier organozincique, donc ça date quand même d'un petit moment, 1849 par Frankland. Lui, ce qu'il a isolé, c'est le diméthylzinc, qu'il a obtenu à partir du iodone méthylé de zinc. Et donc à la fin, il avait tout distillé, et donc effectivement, il avait obtenu son zinc sous cette forme-là. Alors, on a quelque chose qui ressemble à une insertion de magnésium, mais avec un métal qui est quand même beaucoup moins réducteur. Et autant avec le magnésium, dans certains cas, on n'est pas obligé d'activer, autant avec le zinc, si vous n'activez pas, vous n'avez quasiment aucune chance que ça marche. Donc il faut activer. Alors voilà les trois principales méthodes qui sont utilisées. On peut s'amuser à faire un couple zinc-cuivre. Donc c'est assez facile à faire expérimentalement. Au final, on va faire des lavages avec de l'acide chlorhydrique à queue, puis des lavages avec du sulfate de cuivre à queue. On récupère donc le fameux couple zinc-cuivre qui est plus réducteur. Le problème, c'est qu'effectivement, ça a vu de l'eau, donc il faut sécher. Bon, alors c'est assez long, ça se fait. Enfin, au laboratoire, en général, on aime aller au plus court. Et ce qui est fait en général, c'est une activation par le chlorure de triméthylsilyle ou une activation par le 1,2 du bromoéthane, voire on combine les deux. On commence par faire une activation par le chlorure de triméthylsilyle, puis on poursuit par une deuxième activation par le 1,2 du bromoéthane. Alors, les organozinciques ont un inconvénient, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus difficiles à faire que les autres. Et ils ont un avantage, c'est qu'ils sont peu réactifs. Alors, un avantage pour les préparer, pas forcément pour les faire réagir. En tout cas, comme ils sont très peu réactifs, on peut assez facilement, à partir du moment où l'insertion se fait, accéder à des organozinciques qui sont fonctionnalisés. Typiquement ici, vous avez donc un iodure, une fonction ester en bout de chaîne. Eh bien, vous pouvez utiliser du zinc, alors ça c'est du zinc activé par le chlorure de triméthylsilyle suivi du 1,2 du bromoéthane. Vous allez générer l'organozincique qui va rester sous cette forme-là, et donc vous n'allez pas altérer la fonction ester. On peut faire la même chose avec ici, donc un iodure aromatique, même condition, on va changer le solvant quand même. On peut faire l'insertion, on génère le zincique aromatique, et on ne touche pas ici à la fonction nitrile dans ces conditions-là. Alors encore une fois, le fait qu'il soit peu réactif permet la plupart du temps d'avoir des organozinciques fonctionnalisés. Le problème, c'est d'être capable de faire quelque chose derrière. Et donc ça, je vous montrerai une méthode pour vous montrer ce qu'on peut en faire. Alors, bien évidemment, le problème, c'est la réactivité du zinc. Et donc, il y a une des solutions qui a longtemps été la meilleure des solutions pour contourner le problème de la réactivité du zinc, ça a été d'utiliser donc le zinc de Riqueux, comme on avait utilisé, le magnésium de Riqueux. Donc le principe est le même que tout à l'heure. Dichlorure de zinc, deux équivalents d'un réducteur. Alors cette fois-ci, on n'est pas obligé d'utiliser le potassium. Le lithium ou le sodium suffisent, en présence de 10% de naphtalène. On va donc générer du zinc finement divisé, donc très réactif, en suspension, donc, avec ici un précipité de LiCl. Là encore, on n'isole rien du tout, on ne sépare rien du tout, on utilise la bouillie que l'on obtient dans la réaction de réduction derrière. Donc le mécanisme, c'est le même que tout à l'heure, hein. Double transfert monoélectronique à partir de deux équivalents de lithium pour générer donc, le zinc activé. Alors ce zinc activé permet en particulier de faire des insertions dans des bromures d'alkyle, qui n'est pas forcément évident de façon classique, et il est sélectif, donc vous avez ici l'utilisation d'un seul équivalent de zinc de Riqueux. Vous allez pouvoir vous insérer ce zinc très rapidement ici dans la liaison carbone-brome, plus rapidement que là, c'est à peu près 30 fois plus rapide dans l'insertion ici dans cette liaison que dans cette liaison.
Tout simplement parce qu'ici, vous allez générer un radical secondaire, un radical tertiaire, tertiaire par rapport à un primaire, et donc vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à former, et donc vous êtes complètement sélectif ici. Alors, on peut avoir accès à des INSIQ qui ne sont pas accessibles autrement. Ici, vous avez le bromure d'adamantine, et donc vous allez pouvoir générer les INSIQ correspondants. Alors bon, même si la préparation du zinc de Riqueux est quand même beaucoup plus simple que la préparation du magnésium de Riqueux, il faut le préparer. Ce n'est pas toujours ce qu'on cherche à faire. On essaye d'aller au plus court. Alors malgré tout, dans certains cas, eh bien, c'est la seule solution que l'on trouve. Alors ça, c'est une synthèse, donc une molécule, donc on est là. En tout cas, le nom est là. Et donc, dans cette synthèse, les auteurs avaient besoin de former ce réactif de Reformatsky, donc c'est un peu particulier. En tout cas, ils ont essayé beaucoup de méthodes d'insertion de zinc, et la seule qui s'est trouvée être efficace, eh bien, c'est celle qui utilise le zinc de Riqueux, qui leur a permis de générer donc, le réactif de Reformatsky, qui, dans les milieux, dans les conditions opératoires, va permettre ici de générer cet intermédiaire. Alors, ils sont en conditions très diluées. Ils sont 11 équivalents, mais ils arrivent à sortir le produit. Alors, il faut quand même préparer ce zinc de Riqueux. Et entre-temps, là encore, Paul Michel est arrivé et a montré qu'au final, comme il avait réussi à rendre l'insertion du magnésium beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide en présence d'un équivalent de chlorure de lithium, eh bien, il a montré qu'avec le zinc, eh bien, on avait le même phénomène. Alors, le rôle qui est joué par le chlorure de lithium ici, c'est le même que le rôle qu'il joue dans l'insertion du magnésium dans la liaison carbone-halogène. Donc voilà un exemple, il part de ce iodure aromatique, il utilise du zinc, ce n'est pas du zinc de Riqueux, c'est le zinc activé par le chlorure de triméthylsilyle, puis le 1,2 éthane, 3 équivalents, voilà les conditions, il obtient à peine 5% du zinc correspondant. Il prend maintenant les mêmes conditions, il diminue même la quantité de zinc par 2, mais il rajoute un équivalent de LiCl, et cette fois-ci, il génère l'organozincite correspondant avec 95% de rendement. Alors il peut même faire des insertions dans des bromures d'alkyle primaires, et ici donc 1,5 équivalent de zinc et LiCl, 50 degrés dans le KHF pendant une heure, et il génère donc deux INSIQ correspondants. Bien sûr, ces formations sont compatibles ici avec la présence de fonctions donc, sur le reste de la molécule. Donc voilà, donc c'était les trois méthodes, enfin, les méthodes de préparation par insertion que je voulais vous présenter, et qui donc, des méthodes relativement récentes, qui permettent d'accéder donc à des organolithiens, des organomagnésiens et des organozinciques fonctionnalisés. Alors je vais passer à la deuxième présentation, en tout cas la deuxième voie d'accès à ces réactifs, c'est la préparation par transméthallation. Alors, je ne vais pas parler de toutes les transméthallations, je vais simplement avoir quelques transparents pour donc vous présenter ça. Bien évidemment, en chimie organique, une des façons que l'on a de moduler la réactivité d'un organométallique, c'est de transformer donc, cet organométallique en un autre, c'est-à-dire de faire varier la nature du métal. Et ça, c'est une transméthallation, bien évidemment. Transméthallation qui va faire intervenir ici un organométallique et un sel métallique. Et c'est un équilibre. Et cet équilibre, en fait, va dépendre de la stabilité des deux espèces organométalliques ici qui sont impliquées. Et pour que la transméthallation ait lieu spontanément, eh bien, cette transméthallation va du métal qui est le plus réducteur vers le métal qui est le moins réducteur. Ça veut dire que, connaissant les potentiels redox donc, des différents métaux, on est capable de prévoir le sens d'une transméthallation. Donc on va pouvoir passer d'un lithien à un magnésien, d'un magnésien à un zinc, d'un lithien à un zinc, etc. Et par exemple, d'un zinc à un cuivre. Alors je ne vais pas vous présenter tout, bien évidemment, mais simplement, juste sur un transparent, vous parlez de la possibilité d'obtenir des organométalliques du cuivre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en chimie organique, c'est des organométalliques qui présentent une réactivité assez variée et assez remarquable, en particulier donc, dans les réactions d'addition à 4 sur des alpha émis. Donc on est capable de faire toute une panoplie de réactifs à base de cuivre, donc en fonction de la stoichiométrie que l'on va utiliser. Donc si on prend un équivalent, alors on peut faire ça à partir d'un organomithien ou d'un réactif de Grignard.
Si on transmétale donc par un cuivre 1 de type CUI ou CUBR Me2S, eh bien on va former des organocuivreux ici, donc avec ici le sel qui correspond à l'organométallique qui a été utilisé initialement. Donc organocuivreux qui ne sont pas très réactifs au final, et on va, dans la plupart des cas, passer à des cuprates. Et donc tout simplement, il va falloir simplement changer la stoichiométrie ici, donc la stoichiométrie de l'organométallique par rapport au sel. Et donc on va avoir les fameux cuprates de Gehman, les cuprates d'ordre supérieur. On peut ici utiliser autre chose, comme cuivre 1, on va pouvoir prendre du cyanure de cuivre, et cette fois-ci on aura des réactifs de Lipschutz ou des cyanocuprolithiens, et on peut même faire, en changeant la stoichiométrie, avoir des cuprates d'ordre supérieur. Donc on va retrouver des réactivités pour toutes ces espèces qui vont être comparables, avec quand même des modulations de réactivité bien évidemment, et donc quelque chose qui va permettre d'accéder à des réactions qui ne sont pas faisables avec ces réactifs-là, et qui vont pouvoir l'être avec cela aussi. Alors c'est tout ce que je dirais sur la transmétallation pour accéder donc à ces cuprates de type Gehman et réactifs de Lipschutz. En revanche, je voudrais simplement vous parler de la possibilité donc de faire une transmétallation zinc-cuivre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et au final, on a vu qu'on était capable de préparer des organozinciques fonctionnalisés assez facilement, peu que ça veuille s'insérer. Maintenant, on a des méthodes qui permettent assez proprement. Eh bien, Knoschelt, aujourd'hui, a montré que au final, on peut transmétaller donc, le zincique mixte, ici, par donc, du cyanure de cuivre. Alors, le chlorure de lithium, ici, il y en a deux équivalents. Il n'est pas toujours nécessaire. Il sert essentiellement à solubiliser donc, le cyanure de cuivre dans le KHF. Donc, vous allez faire une transmétallation et vous allez passer d'un zincique mixte, ici, à un cyanocuprozincique, qui est une espèce dans laquelle le cuivre va être à l'état d'oxydation 1 et le zinc à l'état d'oxydation 2. On peut faire la même transmétallation à partir de zinciques symétriques pour obtenir aussi un cyanocuprozincique. Et simplement, ici sur le zinc, on aura un résidu R et ici un halogène. Donc ce n'est pas forcément ce qui est le plus économique, puisque on va ici, je vous montrerai après, perdre ce qu'on a sur le zinc. Donc l'avantage c'est quoi? Les zinciques, quand on peut les faire fonctionnaliser. Le problème c'est qu'ils sont très peu réactifs. Donc l'idée c'est de transformer un zincique peu réactif en un dérivé du cuivre qui l'est beaucoup plus, et à partir duquel on va pouvoir faire des réactions avec toute une panoplie d'électrophiles. Donc voilà, on reprend l'exemple de tout à l'heure. Ici, donc iodé, on a une fonction nitrile, on peut faire l'insertion, générer le zincique correspondant proprement. Ce zincique, on peut le transmétaller par le cyanure de cuivre. On récupère le cuprozincique, celui-ci est très peu réactif, on récupère ici une réactivité assez importante. On va pouvoir faire donc une addition à 4 par exemple sur cette alpha-énone à partir de moins 70 degrés Celsius. On va générer ici la pluie correspondant à l'addition à 4. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette réaction, on peut également la faire en catalyse de cuivre. Donc catalyse de cuivre. On va ici donc générer le zincique de façon classique, je l'ai montré tout à l'heure. Donc classique, en fait, c'est les conditions de Knoschelt. Donc on le génère. Ce zincique est très peu réactif. Et on peut le transmétaller par le cyanure de cuivre. Et ici, donc, on peut le faire en catalyse de cuivre. C'est-à-dire qu'on va transmétaller avec une quantité catalytique de cyanure de cuivre, 0,2 équivalent. Et comme on est en présence de l'électrophile, ici le chlorure de cuivre, on va générer donc ce cyanure de cuivre qui va venir réagir avec l'électrophile. On va régénérer le cuivre 1 qui va pouvoir donc permettre au système de tourner et donc de venir retransmétaller ici et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que l'on peut faire dans certains cas en catalyse de cuivre. Alors voilà, c'est tout ce que je vais raconter sur les transmétallations. Et je vais donc passer un petit peu du coq à l'âne, comme ça, à la préparation de ces organométalliques par déprotonation. Alors là aussi, je ne vais pas vous parler de toutes les déprotonations, parce que je pense que vous n'aurez pas fini, mais je vais surtout m'attarder sur des méthodes de préparation qui permettent d'accéder à des organométalliques aromatiques de façon sélective. Et en particulier, donc, dans un premier temps, la formation d'organolithium aromatiques de façon sélective, régiosélective. Alors, on doit un travail considérable dans le domaine, à Victor Slipus, donc au Canada. Et cette méthode est basée sur le concept de Complex Induced Proximity Effect, alors je ne sais pas trop le traduire en français. Et c'est quoi ce concept? C'est de dire, voilà, sur le noyau aromatique, j'ai ici un regroupement fonctionnel,
et que ce groupement fonctionnel est capable de complexer la base lithiée que je vais utiliser, eh bien, cette complexation va faire en sorte que la base va se retrouver à proximité d'un proton qui va se retrouver, qui va se situer en position ortho du groupement fonctionnel qui a complexé la base. Et au final, la base donc, va se retrouver à proximité de ce proton, et vous allez avoir une lithiation en position ortho du groupement fonctionnel, qui au fait a joué le rôle de groupement directeur. Donc ici, ce qui est important, c'est que bien évidemment, ce n'est pas forcément le proton le plus acide qui est arraché. C'est un proton, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, c'est un proton qui est en position ortho, donc on n'a pas une déprotonation, une lithiation qui est sous contrôle thermodynamique, mais on a une lithiation qui est cinétique. Alors il y a différents groupements fonctionnels, donc directeurs qui ont été développés, et bien évidemment, pour qu'ils viennent complexer la base, il faut que ces groupements fonctionnels aient des sites basiques au sens de Lewis, c'est-à-dire des hétéroéléments qui vont avoir des doublets électroniques non liants. Donc, différents groupements directeurs, il y en a qui sont très efficaces. Ça veut dire quoi, très efficace? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire la lithiation à très basse température. Donc ici, on en retrouve des carbamates, les amides, les sulfones, les oxazolines. Et on a d'autres groupements directeurs qui sont moins efficaces. Et dans cette catégorie, on va trouver les éthers, les amides, les halogénures, et ici, le groupement trifluorométhyle. Vous voyez qu'on peut avoir besoin de faire ça à température ambiante. Alors, quelques exemples. Premier composé aromatique, deux groupements directeurs, une oxazoline ici, un atome de chlore ici. Vous allez avoir la base ici, qui va être butylithium, qui va venir en ortho des deux groupes, au final, a priori sur la position la plus encombrée. Mais donc entre les deux, vous allez avoir une lithiation très régiosélective, formation de l'organolithien correspondant, fonctionnalisation derrière, ici avec le méthyle pour faire une méthylation. Deuxième exemple, ce composé aromatique, deux groupes directeurs, un amide, un éther. Donc a priori, deux positions ortho qui sont différentes, bien évidemment. Et ici, au final, c'est le plus coordinant, le plus complexant qui va gagner. Et c'est l'amide qui est plus complexant. Donc la base qui est ici, le 5-butylithium, va venir ici être coordonnée par l'amide et au final va venir faire la lithiation en ortho du groupement le plus puissant et générer l'organolithien correspondant que vous pouvez fonctionnaliser là. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces réactions d'ortholithiation, en fait, vous pouvez changer la régiosélectivité en changeant la nature de la base. Alors ici, ce sont des bases de type N-butylithium, 5-butylithium. Et en particulier, si on utilise des superbases, eh bien, on va pouvoir changer la régiosélectivité. Alors d'abord, c'est quoi une superbase? Donc les superbases, il y en a plusieurs. Et ça, c'est Manfred Schlosser qui a pas mal travaillé là-dessus. Et donc les deux principales superbases qui sont utilisées en chimie organique, c'est le Licor et le Lidacor. Alors c'est quoi le Licor? C'est tout simplement l'espèce basique qui va résulter de l'association du N-butylithium et du terbutylate de potassium. Alors, la structure exacte de l'espèce n'est pas très bien connue. Ce que l'on sait, c'est que si on laisse le temps évoluer, en tout cas si on laisse le système évoluer dans le temps, on va avoir un précipité de butylpotassium qui va se former, et donc le butylpotassium est plus basique que le N-butylithium, et donc c'est peut-être une raison pour laquelle l'espèce qui est obtenue ici est beaucoup plus basique que le N-butylithium utilisé ici. Alors le Lidacor, qui est très utilisé aussi en chimie organométallique et en chimie organique, eh bien c'est tout simplement la même chose, mais vous remplacez le N-butylithium par le Lidacor, par le LDA, pardon. Alors je l'ai dit, en plus d'être beaucoup plus basiques, ces bases sont surtout absolument pas capables d'être coordonnées par des groupes coordinants. Ça veut dire que l'effet des groupes directeurs que je vous ai présentés ne va pas avoir lieu sur ces bases-là. Alors typiquement, voilà, un substrat, un composé aromatique, ici, deux groupements directeurs, ici un méthoxy-méthoxy, ici un atome de fluor. Le groupement le plus coordinant, le plus puissant pour l'ortholithiation, c'est celui-ci. Et donc, si vous utilisez du N-butylithium, vous allez avoir la base qui va venir se coordonner sur ces deux oxygènes, et vous allez avoir une lithiation très propre, régiosélective sur cette position-là. Si maintenant vous utilisez les mêmes conditions opératoires, donc même température, même solvant, mais que vous changez de base, vous prenez le Licor. Le Licor ne peut pas être coordonné ni sur ce groupement, ni par le fluor. Et au final, le Licor va tout simplement venir arracher le proton le plus acide.
Le proton le plus acide, c'est celui qui est le plus près de l'atome le plus électronégatif, ici le fluor. Et donc vous allez arracher ici le proton et générer l'organométallique cette fois-ci en ortho du fluor. Dans le premier cas, vous avez donc une déprotonation cinétique via l'effet CIPE. Et ici, vous avez une déprotonation thermodynamique dans laquelle vous allez arracher le proton le plus acide. Alors ici, j'ai indiqué lithium-potassium parce que pour être franc, vu la composition du licor, on n'est pas vraiment certain qu'on ait qu'un organolithien. On a vraisemblablement quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, on étale sur cette position. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer des superbases, voilà, plusieurs superbases que Schlosser a décrit. Et il s'est amusé à donner un totem animal à chacune de ces superbases, et donc qui reflète la force et la rapidité avec laquelle ces bases vont agir. Alors ici, vous avez donc représenté par un escargot, c'est le N-butylithium sous forme hexamérique, donc dans l'hexane. Donc ça a une certaine basicité quand même, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus réactif pour le N-butylithium. Et après, quand vous regardez donc avec un totem de canard, c'est le même butylithium donc, auquel vous avez rajouté de la TMEDA, donc de la tétraméthyléthylène-diamine, pardon. Et donc on va passer d'une structure hexamérique à une structure dimérique qui est beaucoup plus basique. Et vous voyez que le licor se trouve là, donc c'est un cheval, mais qu'on a encore derrière d'autres bases représentées par un chevreau et par un rhinocéros, donc le miacor et le cacor. Alors dans les orthométallations, on n'est pas uniquement cantonné à de l'ortholitation. On peut faire de l'orthomagnésiation et de l'orthozincation. Alors orthomagnésiation, là c'est Knoschel, encore une fois, qui a montré que, eh bien, on pouvait utiliser ces deux types de bases. Donc ici, on a un amidure de magnésium, ici un diamidure de magnésium. Donc on peut facilement les préparer à partir de tétraméthylpyridine. Donc on génère ici, donc à partir de chlorure d'isopropyl de magnésium, on génère cette base. Bon, cette base-là, il l'a commercialisée. Donc elle est facile d'utilisation, il suffit de l'acheter au final. Celle-ci n'est pas commerciale, on peut facilement la préparer, donc en prenant l'amidure de magnésium, en rajoutant de la tétraméthylpyridine lithiée, et donc on génère facilement ce diamidure de magnésium. Alors ces bases vont permettre de faire des orthomagnésiations et vont tolérer un grand nombre de groupements fonctionnels. Alors ici, l'hélicelle sert surtout à solubiliser donc, ces espèces et à les rendre plus réactives. Voilà des exemples. Donc orthomagnésiation, c'est toujours le même principe. Un groupement directeur, un chlore, un ester. Les deux vont gouverner la magnésiation en ortho de chacun des deux, donc entre les deux. Et donc vous allez générer le grignard correspondant. Et cette préparation est compatible avec la présence ici d'une fonction ester. Ici, un exemple un peu plus compliqué, donc au final c'est toujours la même chose. Deux fonctions ester, une fonction carbonate. La fonction carbonate est beaucoup plus efficace dans l'orthométallation, et en l'occurrence ici l'orthomagnésiation. Donc vous allez générer ici, donc vous allez générer le grignard entre ces deux groupements ici. Donc vous allez obtenir ce grignard et c'est compatible avec la présence de ces trois fonctions qui a priori sont quand même relativement sensibles. Alors l'intérêt d'utiliser le diamidure, même s'il n'est pas commercial, eh bien c'est que dans certains cas, il est quand même beaucoup plus efficace que l'amidure. Voilà le cas typique. Vous prenez cet ester aromatique, la base commerciale, donc l'amidure de magnésium, vous allez générer a priori le grignard correspondant. Le problème c'est que quand derrière on iodolyse, on n'a que 7% de ce produit. Donc il y a un problème quelque part. Et ce problème en tout cas ne se rencontre pas lorsque l'on utilise le diamidure de magnésium. On peut bien évidemment faire toujours l'orthomagnésiation, on récupère le grignard symétrique, et derrière quand on iodolyse, on obtient 80% du produit souhaité. Donc c'est commercial, c'est facile d'utilisation, c'est en général celui qu'on utilise dans un premier temps pour voir si ça marche. Si ça marche, on est tranquille. Si ça ne marche pas, on essaie de passer à l'autre. Alors ces deux bases sont compatibles avec un grand nombre de fonctions, mais ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions. Et en particulier, elles ne tolèrent pas la présence d'aldéhyde ou de nitro qui, dans ces conditions-là, avec ces bases-là, ne vont pas résister et vont être transformées en autre chose. Alors Knoschel, toujours lui, a trouvé la solution. Il est passé donc, de base magnésiée à, ici, un diamidure de zinc. Donc toujours pareil,
il va partir de la pyridine lithiée, il va prendre une stoichiométrie de 2 pour 1 par rapport au sel de zinc, il va faire une transmétallation, il va générer le diamidure de zinc, et derrière, donc, il a associé donc, du dichlorure de magnésium, qui va servir essentiellement à augmenter la basicité du système, et l'ICL, donc, qui est formé dans le milieu réactionnel, va servir à solidifier l'ensemble. Et là, cette base va permettre de faire des zincations, des orthozincations régiosélectives, bien sûr, mais surtout en présence d'aldéhydes et de fonctions de type nitro. Voilà un exemple. Vous utilisez la base, un demi-équivalent suffit. Ici, vous faites l'orthozincation en présence de l'aldéhyde et vous générez votre dizincide correspondant. Alors, je vais finir avec le dernier type la dernière façon de préparer ces organométalliques, qui sont des réactions d'échange. Donc on va en voir plusieurs, et bien évidemment celle qui est la plus connue, c'est vraisemblablement l'échange de type halogène-lithium, donc, et en particulier donc iode-lithium. Donc c'est un échange qui correspond à un équilibre, donc un équilibre dont la position va essentiellement dépendre de la stabilité relative de ces deux espèces organométalliques qui sont impliquées dans cet équilibre. Alors, on a un ordre de réactivité qui va faire que la réaction d'échange est très rapide avec des dérivés iodés, beaucoup moins avec des dérivés bromés, et quasiment impossible avec des dérivés chlorés, en tout cas très très difficile. C'est une méthode de préparation très efficace ici pour les aryllithiens, les vinylithiens et les lithiens alkyles primaires, tout simplement parce que la stabilité de l'espèce lithiée est très grande dans ce cas-là. La base qui est utilisée ici, c'est quasiment toujours soit du N-butylithium, soit du tert-butylithium. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que dans le cas de l'iode, on a une réaction excessivement rapide. Alors, typiquement, vous prenez ce dérivé iodé, tert-butylithium, 2 équivalents, et vous mettez en même temps 2 équivalents d'éthanol. Donc vous êtes dans un solvant pentane, un mélange de pentane et d'éther éthylique. Et bien en 5 minutes, à moins 78 degrés Celsius, le seul produit que vous obtenez, c'est ce produit-là. Et ce produit-là provient tout simplement de l'hydrolyse, ici, du lithien qui a été généré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre tert-butylithium, qui est quand même une base assez forte, n'est-ce pas, eh bien, va préférer venir, ou en tout cas va faire l'échange l'iode-lithium beaucoup plus rapidement qu'il ne va venir ici déprotoner le méthanol. Donc c'est ce qui fait que cette réaction, en tout cas iode-lithium, peut être utilisée en synthèse, puisqu'elle est très rapide, et donc on peut dans certains cas l'utiliser. Alors le mécanisme, c'est assez connu, en tout cas avec les iodures et les bromures aromatiques, c'est un mécanisme de type AD complexe. Donc ici, le lithien va venir taper sur l'iode, vous allez générer un AD complexe, et ça c'est favorable parce que l'iode est très fortement polarisable et donc accepte une charge moins, et derrière vous avez une redistribution des partenaires pour vous donner les produits donc, de l'échange. C'est beaucoup moins facile dans le cas d'un bromure d'alkyle ou de dérivé chloré, ça ne marche quasiment pas dans les dérivés chlorés, et dans ce cas-là, on a des mécanismes de type radicalaire. Alors là, j'ai indiqué une des possibilités, alors quand on va voir la publication, là c'est un peu plus complexe que ça, il y a plein de possibilités qui sont invoquées, et donc on va avoir, grosso modo, un transfert d'électrons du lithien sur le dérivé halogéné, formation de radical cation, un radical cation, un radical anion. Ici, on va avoir des coupures homolytiques, on va générer 2 radicaux, et puis l'un qui va réduire l'autre, et donc on va avoir le résultat final. Alors c'est pas simple, hein. Bon, il y a plein d'autres voies qui sont proposées, mais ce qui est quasiment sûr en tout cas, c'est que dans ce cas-là, on a un mécanisme de type radical. Donc, méthode qu'on peut utiliser en synthèse, voilà un exemple, bromure aromatique, bromure ici d'alkyle, bien évidemment, l'échange brome-lithium va être beaucoup plus rapide pour la génération ici, pour la formation du lithien aromatique, ça c'est lié donc à l'hybridation du carbone sp2, hein, donc un lithium sur un carbone sp2, ben, c'est plus stable qu'un lithium sur un carbone sp3. Et ici dans le cas présent, ben, vous utilisez 2 équivalents parce que vous avez un alcool, vous déprotonez ici, et en même temps ou avant, j'en sais rien, en tout cas vous faites également l'échange brome-lithium ici, générer ici le lithien aromatique. Derrière, vous avez une cyclisation, et ça, c'est une étape qui a été utilisée dans la synthèse de sous-composés, qui est un intermédiaire de la morphine. Alors, on peut faire des échanges, autres des échanges halogène-lithium, on peut faire des échanges halogène-magnésium. Et là encore,
c'est Paul Knoschel qui a apporté une contribution importante, toujours le même, et il a développé ce qu'on appelle des turbo-grignards. Ça, c'est commercial. Hein. Le réactif de turbo-grignard, pourquoi il l'a fait comme ça? Tout simplement parce que le complexe qu'il utilise, le chlorure d'isopropyl magnésium, en mélange avec un équivalent de chlorure de lithium, en fait, il l'a commercialisé. Donc c'est commercial. Et donc, commercialement, c'est bien de dire que ce sont des turbo-grignards, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et effectivement, il a montré qu'en partant dans un premier temps de dérivés halogénés, iodés ou bromés, eh bien, il peut faire l'échange halogène-magnésium à basse température, et donc, ici, avec la possibilité d'avoir des groupements fonctionnels sur le noyau aromatique. Alors, le rôle de l'hélicél, eh bien, ce qu'il invoque, c'est quelque chose de ce type-là. On a vraisemblablement le chlorure d'isopropyl magnésium qui est présent initialement sous forme de dimère, et le hélicél va venir casser ce dimère pour générer ici un cluster qui va être plus réactif. Cette réaction d'échange, au final, avec des iodures aromatiques, elle ne nécessite même pas la présence de hélicél. En revanche, avec des bromures aromatiques, ça va être nécessaire. Donc voilà le premier exemple. L'iodure aromatique, évidemment, ici vous avez un chlorure benzylique qui ne va pas être touché. Vous prenez du bromure d'isopropyl magnésium, moins 30 degrés Celsius, vous faites l'échange iode-magnésium. Et ça supporte, ici, la présence d'une fonction estère. Ici, vous avez un bromure aromatique, c'est un peu plus compliqué, le bromure moins polarisable que l'iode. Vous utilisez le turbo-grignard de Knoschel, moins 10 degrés Celsius, 3 heures, vous générez le grignard correspondant, sans toucher à la fonction estère. Alors, il a ensuite montré que c'était compatible, en tout cas applicable, à des halogénures vinyliques. Ici, le dibromo, le 1,2-dibromocyclopentène, turbo-grignard. Vous générez le grignard correspondant, qu'il a pu ici fonctionnaliser en iodolisant. À mon avis, encore beaucoup plus intéressant, on peut le faire sur des bromures donc, alkyles, et en plus, là, c'est un bromure d'alkyle secondaire. Et vous voyez que le turbo-grignard a permis de générer, ici, c'est ce grignard, avec une conservation très propre, ici, de l'information stéréochimique qui était portée par ce carbone. C'est-à-dire que non seulement vous êtes capable de faire un grignard fonctionnalisé, mais ici, un grignard qui va conserver une stéréochimie qui était initialement présente ici sur le carbone portant le brome. Alors derrière, il a fait une transmétallation, on présente donc une quantité catalytique du cuivre. Alors il n'obtient pas un cyanocuprozincique comme tout à l'heure, il obtient un cyanocupro-magnésien, mais au final, c'est un organométallique du cuivre qui va pouvoir faire du SN2', ici sur le bromure d'amide, pour générer cet amide. Alors, un autre échange très utilisé en synthèse, en tout cas nous on l'utilise assez souvent au laboratoire, c'est l'échange iode-zinc. Donc on va partir d'un dérivé iodé, on va utiliser du diéthylzinc en large excès, et on va faire cette réaction en présence d'un initiateur de radicaux. Alors on peut faire cette réaction sans solvant ou dans des solvants de type éthéré. On va générer ici ce zincique, alors que je vais appeler mixte, et au final, on va avoir dans le milieu réactionnel un excès de diéthylzinc et on va générer dans cette réaction, je vous montrerai après, un sous-produit qui est l'iodure d'éthyle. Donc il faut éliminer ça. Ce sont des produits assez volatiles. Donc on va placer le tout sous un vide relativement poussé, en chauffant un peu. Et donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est récupérer le zincique symétrique. Alors au final, c'est quoi? C'est tout simplement que vous avez un équilibre de Schlenk entre ça, et plus du diéthylzinc. Deux molécules de ça, formellement, vont donner R2Zn plus éthyle-2Zn. Éthyle-2Zn est relativement volatile. Quand vous allez donc distiller, ou en tout cas mettre sous vide, vous allez tirer tout, et donc vous allez récupérer, un petit peu comme tout à l'heure je vous l'ai montré, vous allez récupérer le zincique symétrique. Il faut ici un initiateur de radicaux. Initialement, c'était fait avec l'iodure de cuivre, mais maintenant, ces réactions, on peut les faire à l'air, parce que au final, simplement, les traces d'oxygène dans l'air suffisent. Et des fois, on fait même ça sous argon. Et c'est simplement l'oxygène qui est dissous dans les solvants qui sert à faire la réaction. L'autre condition, c'est que quand on part ici d'un iodure secondaire, il faut changer le diéthyle par le diisopropylzinc pour que ça marche bien. Donc c'est un équilibre, je n'ai pas dit peut-être, mais c'est un équilibre. Et c'est pour ça qu'on utilise un large excès de diéthylzinc pour déplacer l'équilibre dans le sens de la formation du zincique. Alors le mécanisme, c'est un mécanisme radicalaire. Alors là, je l'ai écrit avec l'oxygène. Le diéthylzinc va donner le radical éthyle qui va s'échanger avec ici l'iodure
que vous utilisez pour générer donc le sous-produit qui est l'iodure d'éthyle, le radical R', et ici une deuxième réaction d'échange qui va régénérer le radical éthyle-, donc qui va permettre aussi de le continuer, et donc vous allez générer ici votre zinc. Alors pourquoi, quand on part d'un iodure secondaire, il faut changer le diéthylzinc en diisopropylzinc? Tout simplement parce que sinon, votre deuxième réaction d'échange ici va être très très défavorable, parce que c'est un équilibre, et surtout, donc, vous partez d'un iodure secondaire, vous allez générer un radical secondaire, et pour que la deuxième réaction d'échange ait lieu, il faut qu'ici, vous ayez un radical qui soit de stabilité comparable à celui-ci, c'est-à-dire au moins un radical secondaire. Si vous avez un radical primaire, comme l'éthyle, cette réaction ici ne va pas avoir lieu. Et donc, vous allez remplacer le diéthyl par le diisopropyl, et vous allez avoir un échange. Voilà des réactions classiques. On part de ce iodure, on fait l'échange, on se met sous vide, on génère donc le zinc correspondant. Ici, un iodure secondaire, vous faites l'échange, alors de MgBr2, parce qu'ils ont montré qu'au final, quand on additionne un petit peu de MgBr2, donc à présent, on a une activité qui est 200 fois plus grande, mais au final, on va générer donc le zinc, alors ici, ce n'est pas le zinc symétrique, peu importe, et bon, l'inconvénient, c'est qu'on perd l'information stéréochimique, puisqu'on a une réaction qui est radicalaire. On peut utiliser cette méthode pour former des réactifs de Reformatsky à partir de diméthylzinc en présence d'air. Vous générez donc par échange d'iode-zinc le réactif de Reformatsky qui va être généré en présence de l'électrophile qui est ici le benzaldéhyde. Donc il va s'additionner sur le benzaldéhyde. Vous avez un ligand chiral ici qui vous permet de contrôler la configuration du centre qui a été donc créée. Allez, encore deux. Ici, un échange bore-zinc, très utilisé en synthèse, et notamment quand vous couplez cette réaction d'échange bore-zinc avec l'hydroboration des alcènes ou des alcynes. Donc vous faites une hydroboration par le diéthylborane, on prépare facilement à partir du triéthylborane et du borane du méthylsulfure. On génère le borane correspondant, bien sûr. On utilise le diéthylzinc en large excès parce que l'échange bore-zinc est un équilibre. Souvent, il n'y a pas de solvant. On évapore, et en évaporant, on élimine le triéthylborane qui se forme dans le milieu réactionnel, et on élimine l'excès de diéthylzinc et on récupère le zinc symétrique correspondant. Quand on a ici un borane qui est secondaire, donc quand on parle d'une double liaison qu'il faut être la substitution ici, eh bien, dans certains cas, il faut changer le diéthylzinc en diisopropylzinc. Voilà. Hydroboration sur cette position, sur cette double liaison, échange bore-zinc, on évapore, on récupère le dizinc correspondant. Il y avait une erreur dans ce que j'avais transmis. Ici, hydroboration classique avec donc, une stéréochimie, une signe hydroboration. Vous avez un borane secondaire, vous allez plutôt utiliser du diisopropylzinc, vous faites l'échange bore-zinc, vous distillez, vous récupérez ce zinc, ici il est mixte, vous transmétallez pour obtenir le cuprozinc, et derrière vous pouvez faire une réaction de SN2' très proprement pour récupérer le produit que vous souhaitez. Et voilà la dernière réaction que je voulais vous présenter. C'est toujours une réaction d'échange. Et cette fois-ci, on a vu halogène lithium, halogène magnésium. Et Paul Knoschel a montré qu'on pouvait également faire des échanges halogène cuivre. Donc il a mis au point un cuprate de Gilman qui est dinéopentyl cuprolithien, alors qui n'est pas commercial, mais qu'on peut assez facilement préparer à partir de l'iodure de néopentyl. Donc on fait l'échange iode-lithium de façon classique. Et après on transmétale avec un demi-équivalent de CuCN pour avoir le cuprate de Gilman. Sinon, ça c'est commercial, donc on n'a plus qu'une seule étape à faire. Il a montré que ces conditions permettent donc, de faire un échange halogène-cuivre partant de l'iodure aromatique, de bromure aromatique. On peut faire ça à relativement basse température, donc avoir ici pas mal de tolérance au niveau du groupement fonctionnel, et donc d'accéder ainsi à des cuprates de Gilman fonctionnalisés. L'iodure aromatique, présence d'un aldéhyde. Le réactif de Knoschel, vous voyez, basse température, on fait l'échange d'iode-cuivre en présence de la fonction aldéhyde. Donc ça, c'est très difficile à faire autrement, bien évidemment. On peut faire réagir donc, ce cuprate sur, ici, le chlorure d'acide, et donc générer le produit d'acylation correspondant. Sa méthode est transposable aussi aux halogénures vinyliques, en particulier les iodures vinyliques. Donc, le cuprate fonctionnalisé, donc le cuprate de Gilman
de Knoschel, basse température, on fait l'échange iode-cuivre, et derrière, donc, on fait une SN de prime sur le bromure d'alumine. Alors voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si j'ai un peu dépassé, je pense. Donc là, ici, j'ai indiqué quelques références bibliographiques qui sont directement en lien avec ce que je vous ai présenté. Et puis, donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était simplement vous montrer qu'au final, même si c'est de la chimie, alors certains disent que c'est de la chimie du grand-père. Oui, si on s'arrête à la chimie du Grignard et si on s'arrête à ce qui a été fait à la fin du milieu du XXe siècle, au final, j'espère vous avoir montré que quand même, la recherche qui consiste à chercher des méthodes de préparation douces de ces organométalliques, donc ça veut dire quoi douces? Ça veut dire qu'ils sont compatibles avec pas mal de fonctions, eh bien, est quand même une recherche relativement active, puisque vous voyez, il y a des choses que vous avez présentées qui ne datent même pas de 10 ans, et que voilà, donc ça permet maintenant d'envisager l'utilisation de ces espèces de plus en plus facilement dans des synthèses de molécules assez complexes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On cantonnait donc les organométalliques simplement à des outils qui permettaient souvent de commencer une synthèse tout au début, donc sans aucune fonction, parce qu'effectivement, les méthodes originelles ne permettaient pas d'avoir des fonctions sur donc, ces organométalliques. Voilà. Et puis je vous remercie pour votre attention.